Day Trading, le podcast, spécial crypto-monnaie. Bien le bonjour à tous et à toutes, chers passionnés des marchés financiers. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous savez tirer votre épingle du jeu avec l'incroyable volatilité que les marchés nous offrent en ce moment. C'est assez particulier et ça peut être excitant pour certains et ça peut être paniquant pour d'autres. Mais j'espère que pour vous, c'est excitant. Alors aujourd'hui, on discute et on réfléchit sur ce qui semble être une grande révolution, en fait une incroyable révolution puis qui est déjà en mouvement dans le monde de la finance, les crypto-monnaies. Un univers tellement vaste et qui évolue tellement vite que ça peut faire peur à certaines personnes, puis avec raison, là. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va tenter de démêler tout ça en seulement quelques minutes. C'est un grand défi, je l'admets, mais ça vaut l'effort de s'y attarder. Je suis en compagnie, comme à l'habitude, de mon mentor et cher ami Fuji Master. Comment ça va, François? Ça va très bien, Patrick. Puis ça fait longtemps qu'on en parlait de ce fameux podcast-là, Crypto. Et puis je crois qu'avec ce qui se passe présentement, le sujet est assez chaud, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Là. Ça va être super intéressant, je crois, pour nos auditeurs. On l'a même devancé, on voulait en parler plus tard, on l'a devancé dans notre agenda. Et on est accompagné d'un invité spécial qui va venir partager avec nous son savoir, parce qu'en fait, il a fait une grande démarche de recherche et il s'est approprié vraiment des belles connaissances. Il s'agit d'Olivier Lambert, fondateur du site latranchée.com. Comment ça va, Olivier? Bonjour, ça va très bien. Écoute, ça irait peut-être mieux si on sortait pas d'un méga crash dans l'univers de la crypto-monnaie, mais on pourra en parler aujourd'hui. À part de ça, tout va super bien. Je suis content d'avoir l'opportunité de vous parler de crypto aujourd'hui. Excellent. Tu dis, un méga crash, mais le méga crash dans pas mal la plupart des produits. Donc, ça fait pas exception. Donc, on va le considérer comme ça, puis on va pouvoir en parler. C'est un bon 35 milliards US qui vient de disparaître de l'écosystème, puis ça a été complètement à zéro. Là, fait que ça a fait bouger tout l'univers de la crypto a bougé excessivement rapidement parce qu'on s'entend, ça se trade 24/7, 7 jours sur 7 et les transactions sont excessivement rapides. Donc, la volatilité là, a été au rendez-vous. On peut juste aller sur TradingView à regarder le chart de Luna et de UST. UST qui est censé être un stablecoin qui est tout le temps à 1$. Fait qu'on a vu que UST n'est pas resté à 1$ longtemps. Il a essayé de retourner, mais ça crachait. Il y avait un petit peu d'espoir et ça recrachait encore. Il y avait un petit peu d'espoir et pendant ce temps-là, Luna a été complètement vaporisé, ce qui a fait baisser l'ensemble de tout l'écosystème, tous les écosystèmes qui reposaient, dans le fond, sur le UST comme stablecoin pour offrir des liquidités sur les échanges décentralisés. Fait que, ouais, c'est ça qui s'est passé. C'est quelque chose. Je veux prendre un petit moment, 20 secondes, en fait, pour expliquer un petit peu ma perception de qui est Olivier Lambert, dans le fond, parce que c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années là, par ses formations. Et de la façon dont je te décrirais, Olivier, ou que je vais te décrire carrément, je te décris comme un défricheur. Quelqu'un qui va aller, dans le fond, prendre un sujet, qui va le pousser à fond, qui va aller chercher toutes les ressources qu'il peut, puis qui va même aller jusqu'à l'innovation à travers ça, là, que ce soit à travers tes formations quelconques que tu as faites dans le passé. À chaque fois, j'ai été épaté par cette qualité-là que tu as, dans le fond, puis tu fais preuve aussi, je dirais, dans ton domaine, qui devient de plus en plus varié, mais d'un grand leadership. Donc, c'était mon moment où je suis têteux, là, mais c'est sincère. Donc, c'est comme ça que je te le décris. Toujours apprécié. Concernant les cryptos, je veux continuer avec une petite anecdote. En fait, c'était en 2018, quand il y a eu la première grande montée de Bitcoin, là, où tout le monde a comme été surpris de voir ça arriver. Puis, j'avais un ami conseiller en placement et qui était désemparé, qui, dans le fond, savait plus trop ce qui se passait à ce niveau-là. Puis, j'ai eu la chance de me faire inviter dans une soirée d'information donnée par un grand conseiller en placement pour des conseillers en placement, même si je ne le suis pas. Donc, j'ai eu la chance d'être là. Mais j'ai constaté à ce moment-là que c'était très méconnu. Là. Il y avait vraiment un grand nuage autour de ça. Les gens se le demandaient carrément. Et puis, le discours était quand même intéressant parce qu'il y avait une ouverture. Puis, l'idée derrière ça, c'était de dire, si vous conseillez à vos clients du placement, mais pourquoi pas mettre 1%, par exemple, de leur portefeuille dans la crypto pour juste pas passer à côté de la grosse opportunité si elle a lieu, parce qu'il ne l'exposait pas comme ça. Puis là, on est comme 4 ans plus tard au moment où on enregistre le podcast, puis je pense que ça a évolué, mais il y a encore du travail à faire. Là, puis tout le monde, on a des devoirs à faire. On doit s'approprier ces types de produits-là.
Puis là, on commence maintenant, c'est ça qu'on fait. Fait que ce qu'on a fait, dans le fond, on a préparé une série de questions, des questions qui vont nous servir à mieux comprendre le fonctionnement de ce bébite-là. Là, puis c'est Olivier qui a la chance de nous donner les réponses aujourd'hui. Puis moi et François, on va essayer de commenter parce qu'on s'en est jamais caché. C'est pas notre expertise numéro 1, même si on a de l'intérêt comme tout le monde. Et avant d'aller dans les questions, je me dois aussi de dire aux auditeurs que en aucun cas, c'est des recommandations. Ça reste des opinions personnelles et des réflexions. Donc, comme dans tous les podcasts, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir, de se poser des questions. Puis à partir de là, ça va nous amener ailleurs. Donc, prenez pas ça là, comme une invitation directe là, à vous lancer. Prenez ça comme une invitation à explorer le milieu puis cet univers-là qui est quand même très, très fascinant. Alors, ça vous va? On est prêt? On va se lancer dans les questions. Première question, c'est quoi exactement ça? C'est quoi une crypto-monnaie? Bon, c'est une question qui est assez générale, mais je pense que pour être capable de bien comprendre c'est quoi Bitcoin, c'est quoi les cryptos, c'est important de partir de la base et d'avoir une compréhension solide de c'est quoi l'objectif que ça tente de régler. C'est quoi les problèmes qu'on essaie de régler avec cette nouvelle technologie-là? Donc, quand on parle de crypto-monnaie, on parle principalement de blockchain. Donc, le blockchain, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de décentraliser une base de données. Je vais donner un exemple concret. Si tu t'en vas, je ne sais pas, moi, chez Desjardins, eux autres, ils ont une base de données avec tous les comptes de tous les clients. Et puis, c'est une base qui est centralisée, à cause que c'est juste eux autres qui ont accès à ces données-là. Desjardins ont 100% du contrôle à savoir qu'est-ce qu'ils font avec les comptes des gens et tu leur fais confiance à savoir si les transferts que tu fais sont faits de la bonne façon, qu'il n'y ait pas d'employés qui viennent magouiller dans ton compte. Bien sûr, c'est très réglementé, puis c'est rare que ça se produit. Mais ça, c'est juste un des types de bases de données qui existent. Quand tu as un site web WordPress, un blog, un podcast, c'est toutes des bases de données qui gèrent ça à l'arrière-plan. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est de permettre de collaborer sur l'insertion et la modification d'entrée dans une base de données at scale. Et tu as différentes applications que tu peux attribuer à ça. Donc, on peut le faire avec l'argent. Okay? Donc, la Banque centrale du Canada a une base de données. Je pense qu'ils prennent SQL comme base de données. Et eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des entrées puis des sorties d'argent puis essaient de tracker l'argent. Il y a d'autres applications comme Facebook qui veulent faire des médias sociaux, Google qui font du storage, du stockage, des emails. Donc, c'est toutes des applications différentes pour la même technologie qui est une base de données. Donc, maintenant, lorsque tu veux décentraliser une base de données, tu peux décider de faire différentes applications avec même chose que lorsqu'elle est centralisée. Donc, il y en a qui vont essayer de remplacer l'argent puis de décentraliser l'argent. Et il y en a d'autres qui vont essayer de décentraliser des services, des entreprises, comme avec les blockchains de contrats intelligents à la Ethereum, Solana, Cardano, Cosmos et compagnie. Donc, il faut faire une distinction très importante entre Bitcoin en tant que tel et Ethereum et le reste des Smart Layer Ones. Fait que ça, c'est la première définition importante qu'il faut comprendre. Ensuite de ça, tu vas avoir le deuxième penchant de ça, qui est c'est quoi l'argent? L'argent, c'est une technologie qui permet de dématérialiser ton temps et ton énergie. Donc, tu travailles pendant 8 heures, c'est ton temps, c'est ton énergie. Comment est-ce que tu fais pour prendre ce temps et cette énergie-là, la valeur que tu as produite dans ce laps de temps-là, tu la dématérialises et tu la stockes quelque part. Et ça, l'unité dans laquelle tu la stockes, ça va être ta devise. Et avant, là, back then, on utilisait l'or, là, à cause que l'or était la chose la plus difficile à diluer, la chose la plus difficile là, à contrefaire. Et maintenant, là, au fil du temps, on a évolué. Il y a certains gens qui vont dire qu'on a régressé. Et on a adopté là, un système de réserve fractionnelle où, dans le fond, ton argent est backé par de l'or. Et l'argent a arrêté d'être backé par l'or en 1913 de mémoire et puis finalement complètement en 1971. Non, dans le fond, ils ont arrêté de backer l'argent par l'or un pour un. Dans le fond, au Canada, c'est en 1913, c'était pour être capable de payer pour la Première Guerre mondiale. Mais c'est juste, dans le fond, après la Deuxième Guerre mondiale, quand tous les pays ont essayé de redeem avec l'espèce de petit système, puis de reprendre l'or puis de la ramener à la maison, parce que tout l'or était rendu aux États-Unis, à cause que pendant que l'Allemagne était en train d'envahir puis de prendre tout l'espace là, en Europe, tous les pays, la France, l'Angleterre, ont dit on va prendre tout notre or, on va la shipper par bateau en sécurité aux États-Unis. Puis là,
Nixon, il commençait à étendre un petit peu la taille de l'État, à augmenter la quantité de services sociaux et la dette un peu de la taille de l'État. Les autres pays ont vu ça aller. Ils ont fait comme, je suis pas trop sûr que tu back encore nos bons, puis les T-bills. Fait qu'on aimerait ça, aller rechercher notre or puis en reprendre possession. Puis c'est en 1971 qu'ils ont dit, ce système-là, qui est backé par le dollar US, fonctionne plus du tout. Et on change le système complètement. Et ça va être backé par autre chose, donc le pétrole, etc. Juste une petite parenthèse, parce que tu parles de pays qui ont des grosses réserves d'or. On sait tous que c'est les États-Unis qui ont probablement la plus grosse réserve d'or au monde. Mais depuis quelques années, je crois, si tout le monde pense que c'est l'or, que les banques se backent sur l'or, puis que c'est important l'or en cas d'effondrement des marchés. Pour nos auditeurs, là, ceux qui ne le savent pas, la Banque du Canada ne possède plus d'or, n'a plus de réserve d'or. Donc, si un jour il arrive quelque chose, le Canada, je ne sais pas, la Banque du Canada sont visionnaires et qu'ils veulent faire le switch, on ne le sait pas. Mais bon, s'il arrive quelque chose plus tard, le Canada, puis si encore le monde s'appuie sur l'or, le Canada, je ne sais pas comment ils vont faire ils sont peut-être en train de faire des réserves de Bitcoin en cachette, mais bref, je ne sais pas, mais le Canada ne possède plus de réserve d'or. Donc, on referme la parenthèse, mais je trouvais ça intéressant à mentionner pour nos auditeurs. Effectivement. Puis, dans le fond, la stratégie là, qui a été mise en place là, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est de dire, avec l'accord Bretton Woods, c'est de dire tout l'or va être aux États-Unis et toutes vos devises nationales que vous allez produire vont être backées par des dollars américains. Donc, au Canada, 50% de la trésorerie, qui est vraiment pas haute, là, je pense qu'on a 200 milliards de trésorerie au Canada autour de ça, 50% de ça, c'est des dollars américains. Il y en a une autre partie, je pense un 30% là, qui est avec une espèce de Treasury Bill de l'IMF, puis il y en a une autre partie en euros, puis d'autres baskets de devises. Là. Mais 50% de la devise canadienne est backée, pas 50%, 50% de la trésorerie de la Banque du Canada est en dollars américains. Fait que pour ceux qui sont familiers un peu là, avec l'univers de la crypto, on peut dire que le Layer 1 est le dollar américain et que toutes les autres devises qui se backent par quelque chose, qui se backent principalement par le dollar américain, sont un Layer 2 du dollar américain. Fait que ça, je trouve ça quand même intéressant à cause que au final, ça fait en sorte que quand les États-Unis ont des politiques fiscales monétaires irresponsables, qui impriment plein d'argent, qui doublent leur money supply, puis en tant que Canadien, on se dit, pourquoi est-ce que ça a un impact sur nous? Mais il faut comprendre que autant le Canada que l'Europe, que l'Afrique, que l'Amérique centrale, tous les pays qui sont soit dollarisés ou qui ont une devise qui est backée en partie par le dollar américain vont être affectés par ces politiques fiscales-là. Fait que c'est pour ça que quand on parle d'investissement, on est tout le temps un peu centré là, sur les États-Unis, un peu comme si c'était le nombril de l'univers, mais la réalité est que financièrement, ce sont encore là, le centre de l'univers autour duquel tous les pays gravitent. Jusqu'à ce qu'un jour, un nouvel ordre mondial prenne place. Espérons-le et espérons que cet ordre mondial-là soit avec Bitcoin. Parce que le Bretton Woods que tu parles, c'était ça, c'était un nouvel ordre mondial, parce qu'avant, je pense que c'était la livre sterling qui avait le pouvoir mondial au niveau de la monnaie. Ouais. Alors, c'est intéressant. Puis ça peut devenir une crypto-monnaie, ça peut devenir le Bitcoin. C'est possible. Peut-être pas tout de suite, mais c'est possible. Espérons plutôt que trop tard. Donc, on va juste récapituler un petit peu ce que je viens de dire. Le blockchain, c'est une technologie qui permet de décentraliser les bases de données. Bitcoin, c'est quoi? C'est de l'argent décentralisé. Ethereum et toutes les autres, c'est quoi? C'est des plateformes qui vont permettre de décentraliser des institutions. Donc, des entreprises, des services, tout automatiser, tout ce qui est les structures d'entreprise qui gagneraient à être décentralisées vont être décentralisées avec ces protocoles-là. Bitcoin pourrait potentiellement arriver à faire ça plus tard. Ceci étant dit, on est encore très loin de tout ça. Ça va se faire par couche, Bitcoin. Bon, OK, il y a une troisième chose qu'il faut que j'explique. Parce que normalement, je vais juste expliquer Bitcoin. C'est beaucoup plus simple d'expliquer juste Bitcoin qu'expliquer Bitcoin et les autres. Ouais. Fait que ce qui fait la grande différence entre Bitcoin et le reste, c'est le mécanisme de consensus. Pour être capable de mettre une donnée dans une base de données puis s'assurer que la base de données est la même partout et que personne qui est capable de jouer avec, de passer une transaction et de réutiliser le même Bitcoin pour faire une autre transaction ailleurs, ça prend un algorithme de consensus. Sur Bitcoin, il y a ce qu'on appelle le proof of work.
C'est-à-dire que pour être capable de créer un bloc, il faut absolument être capable de résoudre une équation mathématique. C'est-à-dire qu'on prend un paquet de mumbo-jumbo, ça c'est toutes des choses qui sont expliquées le plus en détail dans la formation que j'ai sur la tranchée, mais on prend des transactions, on prend un timestamp, on prend la version de la chaîne, on prend la date, on prend un paquet de choses, on encrypte ça 2 fois dans un algorithme qui s'appelle SHA 256 et puisqu'il y a infiniment plus de gros chiffres que de petits chiffres, il y a ce qu'on appelle un score de difficulté et ça va être est-ce que ce que tu as encrypté, la résultante de ça est en bas d'un seuil X. Fait que si je te dis génère-moi un chiffre aléatoire entre 0 et l'infini et que le seuil de difficulté c'est 1000, ben les chances que ton chiffre que tu tombes soit entre 0 et 1000 sont très, très basses. Ce qui fait en sorte qu'il faut que tu fasses des milliards de calculs par seconde pour être capable d'arriver à peu près à toutes les 10 minutes à ce que quelqu'un, quelque part dans le monde, réussisse cette équation-là. Et là, c'est lui qui a trouvé le bloc, entre guillemets, dans lequel on va être capable d'insérer les transactions et de faire en sorte que la chaîne continue de progresser. Oui, j'ai une question, sans être un spécialiste de la crypto-monnaie, mais on entend souvent parler, là, le Bitcoin, c'est pas green, ça coûte cher à miner, l'électricité. Tu sais, moi aussi, je suis d'accord, là, dans toutes les crypto-monnaies qu'on voit passer, je pense que le Bitcoin va rester. Je pense que c'est la crypto-monnaie principale, c'était la première qui a été créée. Je pense que c'est là pour rester. Mais tu sais, on entend souvent qu'il y a des alternatives beaucoup plus, on dirait, écologiques. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Tu sais, c'est pas green. Puis avec le prix de l'électricité qui va juste en montant, un moment donné, ça pollue. Je me mets de l'autre côté de la médaille. Là. C'est quoi ton avis à toi? Oui, je connais les arguments. Ouais. Pour être capable de répondre à cette question-là, il faut qu'on commence par répondre faut que je finisse de répondre à l'autre truc d'avant qui est c'est quoi la différence entre c'est quoi l'alternative à Proof of Work? Fait que Proof of Work, la propriété qui est intéressante, c'est que tu n'as pas de free lunch. Okay? Il n'y a personne qui est capable d'inventer de l'argent. L'argent, il faut que tu travailles pour l'avoir. Exactement comme si tu as une mine d'or, il faut que tu aies miné l'or, il faut que tu la transformes, il faut que tu la produises. Il y a un coût qui est associé à ça et le prix, le market price de ton or va être similaire à le coût de production plus un petit markup. Avec les autres types d'algorithmes de consensus, qu'on appelle Proof of Stake. Il y en a plein d'autres, mais celui qui est le plus populaire, c'est Proof of Stake. Ça fait en sorte que pour être capable de s'assurer de la validité des blocs, les gens doivent mettre en jeu leur capital. Donc, on va avoir un set de validateurs. Les validateurs, ce sont dans le fond des nodes. C'est juste des petits ordinateurs qui runnent le code du blockchain et qui s'assurent que toutes les transactions sont valides. Donc, le problème avec ça, c'est que les validateurs pourraient faire la collusion entre eux pour dire bien, on va inclure certaines transactions puis on va en exclure un autre set de transactions. Et pour être capable de prévenir cette collusion-là, ce qu'on fait, c'est que s'il y a 30% des validateurs qui ne sont pas d'accord avec l'output du consensus de tous les validateurs qu'il y a, eh bien, on va slasher l'argent qui est mis en sécurité par les validateurs. Comme ça fait en sorte que personne ne peut avoir d'incitatif à vouloir faire la collusion puis truquer le blockchain. Ceci étant dit, pourquoi est-ce que les gens mettraient leur capital en jeu? À cause qu'il y a des récompenses. C'est ce qu'on appelle les staking rewards. Okay, donc, tu prends ton argent, tu mets ça, tu délègues ça sur un validateur et tu vas avoir un 5, 10, 20, 100, 200, 300% de rendement. Bien, pas de rendement, c'est plus comme un stock split, mais tu vas avoir des tokens en récompense d'avoir mis ton argent en jeu. Fait que qu'est-ce que ça fait comme mécanique? Ça fait en sorte que les gens qui ont de l'argent ont de plus en plus d'argent et ceux qui ont de l'argent ont le pouvoir sur qu'est-ce qui peut se faire et qu'est-ce qui ne peut pas se faire sur ce système-là. Et à quoi est-ce que ça vous fait penser, ce système-là? Exactement au système qu'on a présentement. C'est pas centralisé, c'est pas décentralisé, c'est centralisé. Oui, c'est plus décentralisé que ce qu'on a. Et c'est pour ça que je dis que c'est parfait si tu veux prendre une corporation. Si tu veux prendre Uber, tu veux mettre ça sur un blockchain, mets ça sur du proof of stake, je suis 100% d'accord avec ça. Mais si tu veux prendre la base du système financier mondial, c'est important que la décentralisation, de 1, l'impartialité de 2, soit à l'avant-plan. Donc vraiment, si tu veux remplacer l'argent, il n'y a pas de raccourci. On ne peut pas faire autre chose que prendre du proof of work. Il n'y a aucun protocole de proof of stake qui va être capable d'accomplir cet objectif-là. Et je vais te donner un exemple très, très simple. La Russie, présentement, très, très simple pour eux d'acheter du Bitcoin et de garder leur argent en Bitcoin parce qu'on a vu qu'est-ce qui s'est passé. Aussitôt qu'ils ont envahi l'Ukraine, la trésorerie étrangère qu'il y avait a été gelée. Ça veut dire que le pays, le compte de banque US de la Russie a été gelé.
d'un pays, pas d'un individu, pas de quelqu'un qui s'en va dans une manifestation avec des truckers et qui fait pout-pout à gauche puis à droite. Un pays s'est fait geler sa réserve. C'est quand même spécial, hein? Okay, donc, personne n'est à l'épreuve. Et là, on va dire, bon, mais là, sur la crypto, ça ne peut pas se passer à cause de X, Y, Z. Je vais donner un autre exemple concret qui vient de se passer très récemment sur un protocole qui s'appelle Juno. Moi, j'adore l'écosystème Cosmos, justement parce que ça donne une façon facile à n'importe qui de se partir en blockchain, de le faire d'une façon décentralisée et d'essayer justement là, de faire des applications, d'innover pour peut-être faire un nouveau Uber ou un nouveau Uber Eats là, décentralisé. Fait qu'il y a un protocole de contrat intelligent qui s'appelle Juno qui se sont lancés, ça fait peut-être, c'était en novembre, je pense. Ils ont fait un airdrop à toute la communauté, mais ils ont fait un cap au airdrop qu'ils voulaient donner. Ils ne voulaient pas donner plus que 50 000 tokens à qui que ce soit pour éviter qu'il y ait une entité qui ait un pouvoir décisionnel là, sur le futur du projet. Et ils voulaient être le plus décentralisé possible. Sauf qu'il y a un gars au Japon qui s'appelle Tatsumi. L'entreprise, ça s'appelle CCN. C'est un genre de MLM de crypto. Que lui, il avait pris tout l'argent de ses clients et il les avait séparés là, dans quelque chose comme quelques milliers de comptes à 100 000 tokens par compte. Fait que lui, il s'est fait airdropper quelque chose comme 20 peut-être plus autour de 15 % du supply complet de Juno. Fait que là, les choses avancent, la communauté s'en rend compte. À cause que du jour au lendemain, il a juste tout pris les airdrops de Juno qui étaient dans les wallets de ses clients, il les a consolidés dans son wallet. Fait qu'il a essentiellement volé tous ses clients avec le airdrop, puis c'est devenu une méga whale qui contrôlait 15 % du supply. Bon, fait que là, la communauté s'en est rendue compte. La façon que ça fonctionne, on fait des votes de gouvernance sur ces protocoles-là. La proposition 16 arrive. La proposition 16 était « Fuck this whale ». On saisit tout l'argent qu'il y a de stacké sur des nodes, puis on la brûle. Et là, grosse polémique sur les médias sociaux. Les gens ont voté en faveur de brûler les capitaux de cette entité-là. D'un point de vue éthique et moral, OK, c'est peut-être la bonne chose à faire, à cause qu'il a volé cet argent-là. D'un point de vue immutabilité du blockchain, ça va à l'encontre de tout ce que le blockchain représente. Fait que dans un protocole Proof of Stake, c'est pas vrai que les transactions sont immuables, c'est pas vrai que la collusion est impossible, c'est pas vrai que c'est décentralisé. C'est centralisé et c'est parfait pour certains types de projets, mais ce n'est pas parfait pour l'argent en tant que tel. Et ça nous amène à la question de l'environnement. Oui, donc, hein? qu'est-ce que ça consomme comme électricité Bitcoin? Okay? Pour être capable de commencer à répondre à cette question-là, il faut qu'on regarde ça et qu'on se dise, est-ce que si ça pollue, à quel point est-ce que ça pollue et comment est-ce qu'on devrait mettre ça haut dans notre échelle de priorité face à l'environnement? Donc, Bitcoin, avec tout le mining, on parle d'environ 175 TWh par année d'électricité. Ce qui est quand même pas mal. Ceci étant dit, ça représente, je vais dire ça de mémoire, là, je pense que c'est 0,05 % de l'énergie, de la consommation d'énergie mondiale. Fait que c'est pas énormément d'électricité si tu parles du total. Là, c'est faux de dire que Bitcoin prend toute l'énergie, 50 % de toute l'énergie qu'on produit. C'est complètement faux. Et ensuite de ça, il faut qu'on se demande, c'est quoi le mix énergétique qui est utilisé pour être capable d'alimenter le réseau de Bitcoin? Et Bitcoin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est parfait pour être capable de capturer l'énergie qui n'est pas utilisée autrement. C'est-à-dire que si tu as une entreprise minière de pétrole, c'est-à-dire que tu as des oil rigs, tu extrais du pétrole du sol, quand tu extrais du pétrole, il y a du méthane qui s'échappe dans l'atmosphère. Donc, ce méthane-là pourrait très facilement être envoyé dans des générateurs qui vont faire la combustion avec le méthane et qui vont produire de l'électricité avec. Ceci étant dit, on ne fait pas ça parce que c'est rare que tu as une ville ou que tu as un consommateur qui est prêt à acheter cette électricité-là à l'autre bout. Fait qu'à la place, on fait juste brûler le méthane à cause que le CO2 que ça va produire va être moins dangereux dans l'atmosphère que le méthane qui est produit. Bon. Fait que si les entreprises de pétrole se diraient juste à la place, on va se mettre un générateur, on va faire l'électricité, puis on va miner du Bitcoin à la place, on serait capable de mitiger 25... On serait capable de baisser une très... J'ai les chiffres là, dans ma formation, mais je ne les ai pas top of my mind, mais c'était une grosse
une grosse réduction là, de l'empreinte écologique du secteur pétrolier dans le monde qu'on serait capable d'allévier juste si on commencerait à miner du Bitcoin avec ces surplus-là. À cause que le méthane qui est brûlé lors de l'extraction du pétrole, 95% se retrouve quand même dans l'atmosphère. À cause qu'il y en a juste une petite partie qui réussit à être brûlée. Et c'est pas économique, là, s'il n'y a pas d'incitatif pour eux autres de maximiser, dans le fond, là, la capture de ce méthane-là. Fait que ça, c'est juste un des exemples où Bitcoin est utilisé présentement pour être capable de capturer de l'énergie qui, autrement, servirait à rien. Et c'est le même principe quand tu as un barrage hydroélectrique qui est plein puis que tu n'as pas le choix de vider puis qu'il n'y a personne qui est là pour acheter la consommation. Même principe quand tu as des éoliennes puis des panneaux solaires qui ont un pic d'énergie, tes batteries sont pleines, tu n'as plus rien à faire avec cette énergie-là, il faut que tu fasses quelque chose avec, tu pourrais miner du Bitcoin. Et même principe là, avec les projets nucléaires qui sont excessivement longs à rentabiliser. Tu sais, ça peut prendre 50, 80 ans à rentabiliser une centrale nucléaire. Si on était capable de maximiser l'output pour miner du Bitcoin avec, on serait capable de réduire ça là, à 15-20 ans. Merci, bonsoir. On a un exemple, en fait, de grande envergure, là, de grands projets, qu'on parle d'un barrage hydroélectrique ou des choses comme ça, mais à plus petite échelle aussi, même le citoyen lui-même, il peut être créatif. Les gens vont devenir de plus en plus créatifs avec ça. Parce que j'ai un exemple qui est un musicien qui s'appelle Pilou, qui a acheté une église à Saint-Adrien, dans un petit village, puis qui s'est mis à faire, à miner, dans le fond, je ne sais pas c'est quoi la crypto qui mine, là, mais il chauffe son église avec ça. C'est le on fait une parenthèse, c'est le Dogecoin, je crois. Je l'ai vu, cette histoire-là. C'est une très belle histoire. C'est ça, mais tu sais, peu importe le produit qu'il a choisi, c'est qu'il a décidé, j'ai à chauffer quand même. Il avait à investir dans son système de chauffage. En plus, il n'a pas juste scrappé tout ce qu'il y avait pour rentrer d'autres choses, mais ils ont décidé qu'il faisait ça. Son infrastructure le permettait. Puis, ça fait des petits, là, depuis ce temps-là, dans son village, les commerçants se sont mis à accepter le paiement par crypto-monnaie, par certaines cryptos. Tu vas au dépanneur, puis là, tu peux payer déjà avec la crypto. Donc, les gens, moi, je pense qu'au fil du temps, vont devenir de plus en plus créatifs, puis l'empreinte énergétique va baisser là, au fil du temps. Mais... L'empreinte énergétique ne va pas baisser. Elle va tout le temps augmenter, l'empreinte énergétique. Ceci étant dit, tu sais, je vais juste te donner un exemple. Les lumières de Noël prennent plus les lumières de Noël aux États-Unis prennent plus d'électricité que Bitcoin. Les séchoirs à cheveux prennent plus d'électricité que Bitcoin. Si on changerait les lumières dans la rue, à la place d'avoir des lumières au ciel, on prend des LED, ça sauverait plus d'énergie dans l'année que le Bitcoin. OK? Fait que si on veut régler la crise écologique, Bitcoin n'est pas la première chose sur la liste. Mm-hmm. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'est-ce que Bitcoin remplace? Ça remplace l'or, ça remplace les banques. Fait qu'il y a une étude qui a été menée par Galaxy Digitals pour être capable d'évaluer l'empreinte écologique et l'output de carbone des banques et de l'or et comparer ça à Bitcoin. Et de mémoire, c'est 330 TWh par année d'électricité versus 175 pour Bitcoin. Donc 330 pour l'or, puis à peu près 300 pour les banques. Sans compter que l'or, il y a énormément de tires de rubber qui sont passés là, des milliers de tires de rubber à chaque jour, plus le pétrole qui est utilisé là, pour alimenter l'équipement d'excavation. C'est une industrie qui est excessivement polluante. Et s'il y a quelqu'un qui veut améliorer là, l'environnement, je pense que la première industrie là, à dire bye-bye, ça serait celle de l'or avant de dire ça va être celle de Bitcoin. C'est fascinant. Là, on voit la passion et le bagage. Hein. Et là, je suis sûr qu'il y a bien des gens qui apprennent des nouveaux mots aussi aujourd'hui, incluant moi-même. On prend des notes, Patrick, on prend des notes. Exactement. Bon, donc, c'est sûr que là, on a bifurqué un peu. On va essayer de garder notre fil, mais en résumé, mettons, parce que là, on a fait un petit peu c'est quoi la crypto, on a parlé de l'environnement, mais parce que toi, tu es passionné... Ton leitmotiv, ta grande passion, c'est le Bitcoin. Fait que pour toi, mettons, la grande différence entre le Bitcoin et les autres crypto-devises, crypto-monnaies. Ouais. Ma grande passion, c'est la décentralisation. Okay? La centralisation, je pense que c'est le plus grand cancer qu'on a présentement. Je pense que tous les problèmes de société qu'on a découlent de la centralisation qu'on a, découle du fait qu'il y a une poignée de gens qui contrôlent l'imprimante à cash et que plus que tu es haut dans la chaîne, plus que tu es sur le bord du ruisseau, plus que tu as accès à ces capitaux-là facilement. C'est ce qui mène aux inégalités sociales. C'est ce qui mène au fait que les gouvernements deviennent de plus en plus gros et qu'on a un système bureaucratique qui est de plus en plus inefficient, un espèce de Frankenstein qui est patché à gauche puis à droite et qui étouffe l'innovation. Ma passion, c'est la décentralisation.
Et ce qui fait en sorte que j'aime autant les altcoins que Bitcoin. Bitcoin décentralise l'argent. Les altcoins vont décentraliser les entités, les institutions. C'est comment décentraliser une base de données pour une entreprise, pour une corporation, pour un OBNL. C'est une nouvelle forme de propriété intellectuelle, c'est une nouvelle forme d'organisation en tant que... Tu sais, à la place de partir d'une corporation, tu pourrais juste te partir un DAO, qui est un Decentralized Autonomous Organization, où ce que tu crées des tokens, tu as une trésorerie, tu crées une application, n'importe qui est libre de venir participer, d'acheter, d'être propriétaire, d'être contributeur de ton projet. C'est ça la grosse différence. Il y en a un qui c'est de l'argent, il y en a un qui c'est de la propriété, puis l'autre, c'est comme des shares d'un stock. OK. Intéressant. C'est la différence entre dire de l'or puis une action de Facebook, essentiellement. Je vais passer à la prochaine question parce que nous, tu sais, ce qui nous intéresse comme trader, tu sais, c'est de pouvoir le transiger, tu sais, de pouvoir, en profiter, de pouvoir être opportuniste, là, carrément. Puis, tu sais, on s'est rendu compte que ces produits-là sont extrêmement volatiles. Fait que pour toi, un exemple, c'est Luna là, qui vient de planter au complet. Puis moi, j'ai l'impression que depuis que c'est devenu mainstream, là, c'est corrélé de plus en plus avec les marchés boursiers traditionnels aussi. On sent que quand la bourse baisse, ça baisse, mais avec une amplitude probablement encore plus grande. C'est dû à quoi tout ça, mettons, selon toi? Vu que le coût de capital est rendu tellement bas, à cause que les taux d'intérêt ont été bas pendant 10 ans, ils ont quasiment été à zéro. Fait que plus que l'argent est facile à obtenir, puis plus que, mettons, tes obligations, tu n'as pas de rendement sur 5 ans, tu n'as pas de rendement sur 10 ans. Tu n'es pas capable de juste prendre ton argent, la mettre dans un endroit safe, puis faire en sorte de conserver ton pouvoir d'achat. Donc, plus que le coût de capital est bas, plus que faut que tu innoves, il faut que tu t'en ailles loin sur la courbe de risque pour être capable de battre l'inflation, au moins d'arriver au chiffre de l'inflation puis de la battre. OK? Fait qu'avant, on investissait dans le S&P à cause que les tech stocks, c'est ça qui permettait de battre l'inflation à long terme. Ensuite, ça, l'immobilier, à cause que justement, c'est ça qui va te permettre de battre l'inflation puis de garder ton capital à long terme. Et plus que ça va, plus qu'il y a une bulle dans tout. Tu sais, Facebook ont droppé 50% de leur valeur en dedans d'une journée. Là, ça n'a aucun sens. Netflix a fait la même chose. Ça n'a aucun sens. Tu n'es pas censé voir ça sur les marchés boursiers si tu n'es pas dans une bourse. Les price-to-earning ratio des compagnies n'ont aucun sens. C'est des évaluations complètement folles. Donc, les gens le savent. Fait qu'ils essayent de découvrir des nouvelles façons de rentabiliser leur cash. Le marché des montres en ce moment, les Rolex, les Patek Philippe, les Vacherin Constantin, se vendent des prix de fou à cause que c'est tout le temps la marge qui va avoir le plus de volatilité. C'est tout le temps la marge de j'ai plus d'argent, j'ai déjà bien d'argent dans le stock market, mais là, je trouve que c'est pas mal haut. J'ai déjà bien d'argent dans ma maison, je ne me tente pas d'en acheter une deuxième. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Je pourrais acheter du Bitcoin. J'ai déjà du Bitcoin. Je pourrais m'acheter une montre. Fait que les biens de luxe, l'art, le monde, ils se mettent à investir dans des œuvres d'art. Là, personne, ça ne parlait pas de ça il y a 10 ans. Là, acheter des œuvres d'art pour se battre contre l'inflation. Là. Donc, tout ce qui est à la marge va avoir le plus de volatilité. Et là, maintenant, Bitcoin et la crypto, c'est le bleeding edge de l'innovation qui te permet d'avoir un retour sur investissement qui est complètement débile ou dans les deux sens. C'est-à-dire complètement débile dans le x1000 puis dans le 0%, tout s'en va à zéro. Je vais faire une parenthèse. Tu parlais d'œuvres d'art. Pourquoi pas combiner les deux, les fameux NFT? Des œuvres d'art via la crypto. On est rendu là. Fait que, effectivement, c'est impressionnant. On pourrait faire un épisode complet sur les NFT. Oui, c'est ça. On va rester dans le vif du sujet, mais quand tu as parlé d'art, puis on fait un épisode crypto, j'ai tout de suite pensé au NFT. Là. On le voit là, rapidement, le monde paye des millions, pas des centaines, là, mais des millions de dollars pour des œuvres d'art basées sur la crypto. C'est quand même... on vit dans une autre époque, je crois. C'est le début d'une belle aventure quand même. Là. C'est impressionnant. Les temps changent très vite. Définitivement, les 10 prochaines années vont être absolument folles. C'est la première fois depuis le pétrole qu'on a une nouvelle classe d'actifs. Personne n'a vécu ça ici. Il n'y a personne en vie qui a vécu l'introduction d'une nouvelle classe d'actifs. C'est un moment dans l'histoire qui va marquer les prochaines générations là, pendant des centaines d'années. Fait que définitivement,
En fait, ça va être pour toujours parce que ça va juste évoluer, ça ne disparaîtra pas. Fait que c'est pas juste pour les 100 prochaines années, c'est pour le restant. Mais parce que dans 200 ans, là, ça va te rendre du plate. C'est de la même façon que tu n'es pas étonné d'être capable de mettre du gaz dans ton char, ben, tu es étonné du prix en ce moment. Là. Mais tu capotes pas sur le fait que tu as un moteur au gaz. Right? Mais dans 200 ans, Bitcoin serait censé être rendu ennuyeux. Le blockchain serait censé devenir un sujet ennuyeux qui est juste répandu puis utilisé là, dans toutes les choses à gauche et à droite. Là. Mais la beauté de la chose là-dedans, tu parles les anciennes technologies, tout ça, puis le pétrole, ça a pris des années puis des années. Mais maintenant, le monde qui s'intéresse à ça, la crypto, c'est surtout des jeunes, puis on le voit là, on a des ados, c'est tellement rapide. Tu parles de Bitcoin dans 200 ans. Hey, peut-être même pas dans 200 ans. On parle peut-être, ça va devenir ennuyeux peut-être dans 5 ans, 10 ans. Ça évolue tellement vite. Avec les jeunes aujourd'hui, là, ça se lasse très rapidement. Là, on le voit là, avec la volatilité des marchés. Tu l'as très bien expliqué tantôt. On voit du Netflix qui vient de chuter de 75% en quelques jours. Les ouvertures de comptes de day traders avec Robinhood, ça va extrêmement vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité dans les marchés. Donc, je crois que côté technologie, crypto, ça prendra pas 100 ans avant de voir qu'est-ce qui va rester sur le marché ou les autres qui vont tomber. Là. Mais bref, ça va aller très, très vite comparativement à nous, les dinosaures, que ça a pris des centaines, des 200 années. Maintenant, on le voit, là, la crypto, là, je ne veux pas déborder du sujet, mais mon ami, moi, la première fois que j'ai entendu parler de crypto, ça se transigeait à 800 $. Je pense que c'était en 2016. Ça fait pas si longtemps que ça. Là, on parle de 800. Puis là, ça l'a piqué à quoi? À 65 000 après 5 ans. C'est fou, là. C'est fou. Il n'y a aucun produit, je crois, qui a eu ce rendement-là. Mais tu sais, ça monte vite, mais ça descend vite, là. Le Bitcoin a perdu un peu plus de 50% là, en quoi? En quelques mois. Tu sais, le fameux Luna qui a passé de 115 $ à aujourd'hui, je ne veux pas dire une scène, je crois que c'est moins là, une scène. Un dixième de scène, un centième de scène. C'est extrêmement vite qu'est-ce qui se passe présentement. Donc, l'avenir va être super intéressant. En lien avec la volatilité, justement, faut qu'on se rappelle que les périodes de haute inflation sont tout le temps marquées de volatilité dans les store of value. Fait que si on prend justement les années 70, pendant qu'on voyait là, les 10-15% d'inflation, et avec les standards d'aujourd'hui, aujourd'hui, avec les calculs des années 70, on serait comme à 20-25% d'inflation. Là, fait que je trouve ça quand même drôle. Mais dans ce temps-là, l'or a été excessivement volatile. Ça a fait des x2 divisé par 4, x2 divisé par 5. L'or a eu une volatilité similaire à celle de Bitcoin aujourd'hui. Et ça a été la même chose aussi si on regarde là, la chute du dollar en Allemagne dans les années 30. Lors de la crise économique, l'or a également connu une période de volatilité. Donc, c'est normal, lorsque tu as l'expansion du market cap d'une classe d'actifs, d'avoir de la volatilité. Tu ne peux pas te rendre à 0 à 10 trillions d'une façon linéaire. C'est impossible. À cause que faut permettre à certaines personnes de vendre, il faut permettre à d'autres personnes d'acheter. Et psychologiquement, il faut que les gens se disent qu'ils ont eu un bon deal. C'est un peu comme de la vente. Il y a une métrique avec Bitcoin qui est le Realized Market Cap. Et ça, justement, ça prend en compte la valeur réalisée par les gens qui ont acheté et à quoi est-ce qu'ils ont vendu, s'ils ont vendu à perte. Ça fait une moyenne de toutes ces données-là pour te dire à peu près c'est quoi le prix minimum que Bitcoin peut avoir aujourd'hui sans que les gens fassent des dépressions et qu'ils se pendre. Ça serait autour de 22 000 US et ce chiffre-là augmente d'une façon slow and steady. Mais la valeur spot sur les échanges, effectivement, là, c'est une volatilité qui est très, très élevée. Et la rapidité, c'est un autre argument là, en faveur de la crypto-monnaie. On va prendre, par exemple, Wikipédia. Donc, Wikipédia, c'est excessivement intéressant parce que, justement, c'est quoi? C'est un logiciel open source. OK? Donc, Wikipédia est open source. N'importe qui peut contribuer à Wikipédia. N'importe qui peut soumettre des entrées à Wikipédia. C'est pas un blockchain, OK? C'est-à-dire que tu n'as pas une redondance dans les bases de données. Là. Peut-être qu'il y en a une petite, mais il n'y a pas... Tu sais, moi, j'ai une note Bitcoin dans mon garde-robe. Je pense pas qu'il y ait personne qui a la base de données de Wikipédia dans leur garde-robe pour préserver la connaissance et l'intégrité de Wikipédia. Mais juste la quantité de connaissances qu'il y a là-dedans, c'est absolument incroyable. Et la raison pourquoi est-ce que Wikipédia est devenue la plus grande encyclopédie du monde,
next to none, c'est justement à cause du fait que c'est décentralisé dans la contribution à ce protocole-là. Et là, avec Bitcoin puis avec le blockchain, on va une étape plus vite. On décentralise l'argent. Normalement, quand tu fais une transaction, là, tu fais une transaction par carte de crédit, toi, tu penses qu'elle est instantanée, ta transaction, mais ce n'est pas vrai parce que tu as 2 transactions qui vont être faites. Tu passes ta carte à ton terminal et ton terminal va contacter la banque du marchand qui contacte Visa et Visa revient au terminal avec une préautorisation. C'est la première transaction. Fait que là, ta carte est acceptée, tu payes. Tu t'en vas du métro, la transaction n'est pas faite encore. Là. Ça va prendre jusqu'à 40 jours avant que ta transaction soit faite. À cause que là, ce qui se passe, c'est que la banque du terminal va contacter la banque du marchand qui va contacter la clearinghouse de Visa, qui va contacter la banque de Visa et ça va faire leur chemin inverse. Il y a genre 8 étapes dans tout ce processus-là. Avec Bitcoin, tu as le final settlement en une fraction de seconde, si on prend le réseau Lightning. Ça veut dire qu'en 4 millisecondes, tu es capable d'avoir transféré la valeur d'un bout à l'autre de la planète. Et ça, c'est irréversible. Il n'y a personne qui peut se mettre entre les deux, il n'y a personne qui peut l'empêcher, il n'y a personne qui peut faire de chargeback puis empêcher la transaction. Puis il n'y a personne d'autre que toi qui est capable de faire cette transaction-là. Donc, la rapidité puis la vélocité de l'argent, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu par le passé, puis ça va tout changer. Fais juste penser aux nouvelles opportunités que ça donne. Tu vas être capable de payer par seconde, par bit que tu écoutes une vidéo. Tu vas être capable de streamer de l'argent. Tu vas être capable de streamer de l'argent pour des podcasts. Il y a une application qui s'appelle Sphinx qui te permet d'écouter des podcasts et ça se connecte à ton Lightning Wallet et tu streames de l'argent aux créateurs de contenu. Tu vas être capable de ta paye, à la place d'être payé à tous les jeudis, tu vas être capable d'avoir un stream de cash qui s'en va dans ton wallet au fur et à mesure que tu travailles. À chaque seconde, il y a un petit peu plus d'argent qui est déposé dans ton compte. Ça augmente la rapidité, ça augmente la vélocité de l'argent fois 100 000. C'est quand même spécial, comme Olivier dit. On reçoit notre paye, c'est pour le monde qui font du 9 à 5, on reçoit notre paye une fois le jeudi ou une fois aux 2 semaines. Imagine-tu, là, comme il explique, on travaille, puis c'est directement dans notre compte. Là, je veux dire, c'est ça la génération aujourd'hui. On veut tout de suite. Là, puis je peux les comprendre, là, avoir notre paye une fois aux semaines. Voyons, c'est tellement archaïque comme procédé. C'est un peu la mort des comptes recevables aussi en entreprise. T'sais, si tu l'as tout de suite, la défaite de dire le chèque est dans mal, c'est fini. Là. Ça ne pourra plus arriver. Déjà qu'on en reçoit presque plus des chèques. Mais je veux quand même juste surligner, moi j'ai eu une réflexion parce que ce côté instantané-là, il est quand même demande à réfléchir. Moi, j'ai entendu, je ne me souviens pas où j'ai entendu ça où, mais qu'il y a un certain danger, dans le sens que tu dis instantanément, en 2 secondes, je peux faire un virement de 175 millions, c'est fait et c'est irréversible. Donc, on prend un scénario où tu as quelqu'un qui a 175 millions de Bitcoin qui se fait, par exemple, je ne sais pas moi, kidnapper son enfant, puis que là, il y a le gun sur la tempe, puis qui dit tu me transfères ça. Fait que là, la personne essaie de virer 175 millions d'un compte de banque. Là. C'est un projet. Là. Ça ne se fera pas instantanément. C'est impossible. Donc, ça amène quand même des situations. Là. Ça, c'est peut-être rare. J'ai pas tendance à avoir l'esprit tordu comme ça, mais quelqu'un a souligné ça, puis je trouvais que c'est vrai que faut être conscient que c'est comme du cash là, qu'on se promène. Avec Bitcoin, c'est exactement comme du cash. Bitcoin force la responsabilité individuelle des gens. Contrairement au système de crédit qu'on a, le système de crédit actuel, personne est vraiment responsable. Tu te fais voler ton numéro de carte de crédit, tu appelles ta carte, la transaction est annulée, c'est pas grave. Tu achètes plein d'affaires, c'est ta crédit, c'est pas grave. Ta carte est loadée, je vais payer un peu d'intérêt, je vais payer le seul minimum, puis on to the next month. Là. Ça me tente de manger un resto. Ça me tente de prendre un steak Wagyu à soir. Je sais que j'ai pas un moyen de le faire, mais je vais l'acheter pareil. Avec Bitcoin, c'est le contraire. La responsabilité individuelle est excessivement importante parce qu'il n'y a pas de score de crédit avec Bitcoin. Genre, as-tu l'argent ou tu l'as pas? Si tu l'as pas, c'est ça qui est ça. Et avec la responsabilité individuelle vient aussi l'espèce d'idée de protéger ses actifs. Fait qu'il faut penser un peu, là, de la même façon que tu as un gun pour te protéger des gens qui veulent venir chez vous, soit pour te faire mal ou voler ta propriété. Tu veux protéger ta propriété privée. Bitcoin, c'est un gun pour ton argent. Okay? C'est ce qui empêche les gens, le gouvernement, de venir te saisir ton argent. Ce qui empêche quelqu'un, justement, de venir mettre un gun sur la tempe à ton fils, puis qu'ils te disent « Donne-moi tout ton argent, sinon je le tue. »
le simple fait que la seule façon d'être capable de voler ton argent, c'est en mettant un gun sur la tombe à tes enfants, déjà là, c'est quand même assez intense, on s'entend. Là. Soit que la personne trouve tes clés privées, soit qu'elle te coupe des doigts jusqu'à ce que tu donnes ta clé privée. Ceci étant dit, avec Bitcoin, c'est important de pas dire combien tu as d'argent. Dis pas aux gens, j'ai 500 Bitcoin. OK, faut que tu gardes ce genre de choses-là secrètes. Et deuxièmement, il y a différentes stratégies qui sont mises en place pour être capable de rendre ce genre de stratégie-là impossible. Tu peux faire en sorte que certains bitcoins sont impossibles à dépenser avant une certaine date. Tu peux faire en sorte que tes bitcoins soient impossibles à dépenser si tu n'as pas 2 de 3 signatures. Donc, il n'y a pas au moins 2 validations sur 3 qui ont été faites pour dépenser le bitcoin. Tu peux faire en sorte que tu as ton wallet, ton trésor, qui est un petit device que tu peux utiliser pour te faire tes portefeuilles bitcoin. Ton trésor, tu vas avoir ton trésor plus une phrase, un mot de passe. Fait que tu vas avoir un trésor, tu vas avoir tu connectes ça dans ton ordinateur, il va falloir que tu mettes un mot de passe. Fait que si tu mets le mot de passe 1, 2, 3, 4, automatiquement, ça t'envoie dans le portefeuille de ta phrase clé encryptée avec 1, 2, 3, 4. Si tu t'en vas sur 1, 2, 3, 4, 5, ça te donne un autre portefeuille. Ça, c'est généré on the spot. Si tu loads un autre trésor à l'autre bout du monde, tu as la même phrase de création, puis tu mets exactement le même mot de passe, ça va t'arriver dans le même portefeuille. Fait que si tu as quelqu'un chez vous qui te dit « Hey, donne-moi tout ton argent », je dis « Pas de trouble, je prends mon trésor, je rentre ça dans l'ordi, je le sais que moi, le compte 1111, ben il y a 500 pièces dedans, le gars va être content, tu sais, je vais lui donner 500 pièces de Bitcoin, il pense qu'il est parti avec tout mon argent, mais il y a juste eu... Ça, c'est ce qu'on appelle un honeypot. Et quand que ta phrase de création est dans un safe chez vous, puis le gars, il a un gun, il met un gun sur la tempe à ton enfant, tu es obligé de lui donner ta phrase de création, mais il n'y a rien qui dit que tu ne vas pas avoir ta phrase de création plus un mot de passe spécifique. Et c'est ce mot de passe spécifique-là qui donne accès à ton stack. Sauf qu'il n'y a rien qui permet de prouver que à moins que tu aies écrit ton mot de passe puis qu'il s'aille à côté de ta phrase de création, il n'y a rien qui peut prouver que ça, c'est à toi, cette adresse-là. Puis que tu la connais. Tu ne peux pas reverse engineer l'adresse au propriétaire. Ce qui fait en sorte qu'on a ce qu'on appelle le déni plausible. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas arriver chez vous et dire ça, c'est à toi. Fait que, puis on a vu que tu as fait des transactions, fait qu'on veut de l'argent. J'aime bien, je l'ai appris un peu, j'aime bien l'idée d'avoir du... C'est-tu un processus, ça va-tu se faire? C'est-tu déjà fait? Ton Bitcoin, tu peux juste l'utiliser, exemple, dans 1 an ou plus. C'est comme une double sécurité. Là. Ou si tu veux le donner à tes enfants. Oui, ça existe. Ça existe, ça, présentement? Oui, dans le fond, c'est juste un paramètre ouais, dans, okay. dans ta transaction. Okay, ça va te prendre un wallet spécifique pour être capable de faire ça, parce que la plupart des wallets ne te permettent pas de programmer tes transactions. Là. Mais, on fait la même affaire avec les testaments. Hein, ceux qui héritent, mettons, quelqu'un meurt, puis nos enfants, ben, on ne veut pas qu'ils gaspillent notre argent à 20 ans. Tu peux dire, ben, tu vas dépenser 10% de ton héritage par année. Fait que, bref, c'est le même principe que Olivier explique. Là. J'aime ça. Exact. Tu pourrais débloquer un 10% par année, puis en assumant que la valeur de Bitcoin augmente, à cause que, tu sais, si on annualise les gains de Bitcoin là, depuis 10 ans, si on parle de 190% d'augmentation annualisée, fait que, tu pourrais dire, ben, on va débloquer un 10%, un 5%, un 2,5%, un 1,5%, une portion de plus en plus petite, pour faire en sorte que toute sa vie, il y ait un income constant et qu'il en reste même pour les prochaines générations. Tu sais, tu pourrais faire ce processus-là pour les 1000 prochaines années avec tes bitcoins, là, puis voir qu'est-ce que ça donne. C'est bien. Oui, j'aime ça. C'est fascinant. Oui, parce qu'en fait, c'est le mot qui me reste, qui va me marquer, en fait, c'est la responsabilisation. C'est à toi d'organiser tes affaires. Si tu veux, ton Bitcoin, autrement dit, c'est comme tu disais, tu as un safe chez vous, ben, tu peux avoir 2 safes. Tu as le safe avec le gros trésor, puis le safe avec le petit trésor que si les gens ils viennent te cambrioler, ils trouvent le petit safe, ils sont contents, mais ils n'ont pas trouvé le gros jackpot. Fait que je trouve qu'il y a plein d'avenues, mais ça passe que c'est par nous. C'est nous qui devons faire cette démarche-là. Ça demande une réflexion, ça demande de prendre conscience, de savoir comment ça marche. Là. Puis là, je fais une parenthèse, parce que ça fait 40 minutes, fait qu'on va s'en aller vers la conclusion tranquillement. Ouais. Mais donc, moi, ce que je trouve, c'est que ça termine quand même assez bien la discussion. C'est sûr que Olivier m'avait averti, là, il peut en parler pendant 20 heures en ligne sans avoir besoin de dormir. Donc, c'est pas ça qu'on va faire aujourd'hui. On a quand même pris le double de ce qu'on prend comme temps d'habitude, mais ça reste que c'est extrêmement fascinant. Pour moi, ça a passé comme un 5 minutes. Mais tu sais, Bitcoin, il a vu le jour en 2009.
Puis là, ça a évolué incroyable. On a vécu toutes sortes de cycles déjà, puis ça va continuer d'évoluer plus rapidement, puis c'est notre responsabilité. C'était ça ma conclusion aussi. C'est nous qu'on doit s'informer, qu'on doit prendre des cours comme le cours d'Olivier. Pas juste le cours d'Olivier, il y en a plein. On doit s'imprégner de tout ça sur une base quotidienne. Quand tu as fait ton défrichage, Olivier, tu n'es pas parti juste d'un cours. Tu as écouté tout ce que tu pouvais sur YouTube, tu as lu tout ce que tu pouvais. Il a fallu que ça soit une démarche très complète. Mais nous, on a ça à faire tout le monde, parce que c'est beau dire qu'on va le transiger sur Coinbase ou qu'on va acheter du BTC USD. First of all, il faut vraiment, si on a un endroit à finir, il faut qu'on finisse là-dessus. Bitcoin c'est pas fait pour être utilisé sur Coinbase. Si les Bitcoins, sors ça de Coinbase tout de suite. Parce que Coinbase utilise ton Bitcoin en levier pour être capable d'emprunter puis de faire des investissements spéculatifs. Prends tes Bitcoins, sors-la de Coinbase. Si Coinbase fait faillite, tes Bitcoins sont utilisés en collatéral pour repayer les créanciers. Donc, tes Bitcoins ne sont pas à toi si tu n'as pas ton propre wallet. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Bitcoin est fait pour être utilisé. Et tu ne peux pas juste étudier Bitcoin puis te crosser intellectuellement sur l'importance de la décentralisation. Il faut l'utiliser. Quand je m'en vais chez mon coiffeur, je le paye en Bitcoin. Okay, quand je m'en vais souper avec des amis, tout le temps, mon ami qui paye pour moi, je le paye en Bitcoin. Okay, moi, j'essaie de maximiser l'utilisation de Bitcoin puis de payer le plus de gens possible avec parce que c'est une technologie qui fonctionne bien. Fait que Bitcoin est fait pour être utilisé. Puis, il faut sortir les Bitcoins des échanges. Parce que c'est ça qui fait en sorte là, que quand tu as des Bitcoins sur les échanges, tes Bitcoins sont prêtés, puis c'est ce qui permet aux gens de short tes Bitcoins. Fait que si tu veux que Bitcoin monte, c'est important de garder ça sur ton wallet, de t'informer sur comment est-ce que ça fonctionne. Puis c'est de cette façon-là là, que, en prenant la custody toi-même, que tu vas être capable de t'intéresser à comment est-ce que ça fonctionne. Puis, tu sais, tant qu'à avoir, tu sais, mettons, là, si tu as un Bitcoin dans ton moon, là, c'est comme si tu te promènerais dans la rue avec 35 000 $ que tu es capable de donner à n'importe qui, à n'importe quel moment. Tu peux aller voir un itinérant, si un téléphone, là, je ne sais pas si les itinérants ont des téléphones, mais n'importe qui dans la rue, tu es capable d'y donner, puis il n'y a personne qui va pouvoir t'empêcher de faire cette transaction-là, puis c'est ça qui est vraiment magique. Et on pourrait continuer à en parler. Il y a Shopify qui vont faire l'intégration de Strike, qui va permettre de payer en canadien. C'est envoyé en Bitcoin sur le réseau Lightning et c'est reconverti dans la devise que l'autre personne veut avoir de l'autre côté. Fait que l'autre personne peut le recevoir en euros, elle peut le recevoir en US. Donc, Bitcoin peut être utilisé avec l'écosystème qu'on a présentement ou ça peut la remplacer complètement. Puis il y a des use cases pour les deux. Un peu comme Patrick dit, qu'est-ce que je retiens? Là? Il y a beaucoup d'informations, mais je pense que le défi de cette avenue-là, c'est responsabiliser le monde. Puis ça, je pense que le monde, en général, il aime ça, un peu comme les banques, là, se faire tenir par la main. Puis, mais il faut, avec cette façon-là, parce que comme tu dis, c'est tellement facile de transférer de l'argent, il faut se responsabiliser, je crois. Puis j'imagine que tu en parles peut-être dans tes formations, ou c'est peut-être un bon sujet d'une prochaine formation, là. Comment se responsabiliser peut-être, les trucs, question sécurité. Mais bref, ça, je pense, c'est le gros défi de cette future technologie-là, parce que le monde en général, je ne crois pas qu'ils sont assez... Peut-être notre génération, peut-être les plus jeunes, mais même nos jeunes, là, ça dépense tellement vite sur n'importe quoi. C'est correct d'avoir du plaisir, mais quand même, se responsabiliser, je pense que c'est le défi de tout ça. Là. Et quand tu n'es pas... Quand tu prends pas la responsabilité de ton argent, c'est parce que tu fais confiance à quelqu'un d'autre de prendre la responsabilité de ton argent. Ça. Et exactement. Je vais juste donner peut-être pour fermer, là, parce qu'on pourrait en parler longtemps encore, mais la Banque centrale, on dit que l'inflation était temporaire pendant 1 an. L'inflation n'est pas temporaire. OK? À qui est-ce que tu fais confiance de conserver le pouvoir d'achat de ton argent? Tu fais confiance aux banques qui nous ont prouvé encore et encore leur incompétence à être capables d'accomplir la mission qu'ils ont. Ils ont juste une mission, c'est de faire en sorte que le dollar conserve son pouvoir d'achat. Ils ne sont pas capables de faire ça. Écoute, tu veux faire confiance à quelqu'un pour qu'il t'arnaque, continue de te fermer les yeux ou ouvre-la, prends tes responsabilités. Puis il y a un meme sur Internet où c'est des Bitcoiners qui prennent leur appartement en photo, puis tu as juste un matelas à terre, là, parce qu'ils disent qu'ils stackent juste des sats, ils font juste prendre tout leur argent puis mettre ça en Bitcoin. Ils ont juste un matelas puis un verre d'eau avec
avec une kettlebell, parce qu'ils s'entraînent beaucoup, ces gens-là. T'es pas obligé d'aller jusqu'à cet extrême-là, de devenir un genre de Bitcoiner qui habite dans le jungle et qui est complètement anarchiste. Mais je pense qu'il faut qu'on s'ouvre les yeux face à toute la magouille qui a lieu au niveau des banques centrales, de comment est-ce que l'argent est créé, sur quoi est-ce que l'argent repose, c'est quoi de l'argent anyway, et à quel point est-ce que le système actuel est designé pour faire en sorte de garder les gens un peu subservient, un peu esclaves des institutions. Alors, c'est une parole, j'oserais pas dire de sagesse, mais c'est un grand challenge que tu viens de lancer aux gens, dans le fond, de se prendre en main. Je vais quand même là vraiment aller vers la conclusion parce qu'on continue à l'infini. Donc, j'ai une petite tradition. À chaque fin de sujet ou d'épisode, j'ai une petite maxime. Donc, j'ai créé une petite maxime pour cet épisode-là. Donc, le trader qui possède une culture élargie des cryptos est un trader avec une tonne de nouvelles opportunités. Alors, bonne réflexion, bonne exploration à tous.